Eh bien, bonsoir Monsieur Poncardassac, bonsoir Manuel. Bonsoir Diane, Bonsoir bonsoir Diane, docteur. bonsoir Manuel, nous voilà à nouveau en train de traiter les sujets d'actualité et encore une fois, vraiment, l'histoire s'accélère. Alors, Et pour le commence. meilleur et pour le pire, c'est plutôt pour le pire. Mhm. D'ailleurs, nous avons intitulé notre nouvelle rubrique Dictature. Alors, on commence. Ah, félicitations, docteur, bravo. Eh bien, elle est de circonstance, oui. Et peut-être que je ne pourrais pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l'exigeront, et qui rendront impossible le fait que je sois candidat. Je n'exclus rien. On a vécu des choses qui étaient absolument imprévisibles. Donc je ne prévois rien. Cette déclaration de Macron peut faire penser à un coup d'État. Quel est votre avis? Alors, une fois de plus, c'est d'une ambiguïté remarquable. On peut interpréter ça de toutes les façons qu'on voudra. Qui ne sera pas candidat, alors, ou bien c'est pour expliquer qu'il ne se représentera pas parce qu'il sait qu'il n'aurait aucune chance d'être élu. Et il prépare le terrain de sa non-réélection parce que, dit-il, il va annoncer et obliger à des choses très dures. Donc évidemment qu'ils lui vaudront une impopularité supplémentaire. Ou bien, comme certains l'interprètent, mais bon, c'est peut-être tiré un petit peu par les cheveux parce que c'est difficile de conclure comme ça quand même, mais ça pourrait très bien être le fond de sa pensée, qu'en fait, il se préparait à annuler l'élection présidentielle sous prétexte de la situation catastrophique, etc. Et vous n'avez pas encore vu ce qui va venir, etc. Rappelez-vous la petite phrase qu'il avait faite il y a 8 mois, hein, dans lequel il disait que la bête n'était pas loin, je ne sais pas quoi, vous Oui, rappelez la ça? bête de l'événement, oui. La bête de l'événement, voilà. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Donc on a l'impression qu'on est dans la même lignée, qu'il a sa petite idée derrière la tête de ce qu'il est en train de nous concocter. Et donc il faut tenir compte de ça. Bon, je suppose que vous allez en parler. Il y a aussi ce qu'on est en train de nous monter avec les extraterrestres. Ah oui, non, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Mais vous ne pensez pas que Macron, dans tous les cas, est juste un pion et qu'il obéit à un agenda C'est prévu évident, c'est évident. Alors là, il y a une chose qui m'énerve un petit peu, c'est que quand on prône sa disparition d'une façon ou d'une autre, certains répondent: ah oui, mais si c'est pas lui, ça sera un autre. Bon, d'abord, c'est pas toujours si facile de trouver un autre pion malléable et qui puisse avoir un impact, disons, médiatique, qui puisse attirer les imbéciles qui regardent la télé. Il est évident que lui a joué de sa jeunesse, de l'homme nouveau. Je pense que toujours, si on fait payer à quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, sa politique qui détruit la nation, c'est pas plus mal. Ça peut servir tout de même d'avertissement aux autres qui seraient tentés de prendre la place. Voilà. Oui, attendez, mais juste une petite question. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il n'est pas capable de mettre en place l'agenda qu'on lui a demandé de mettre? C'est pour ça, voilà, le pauvre individu, il ne peut plus réformer quoi que ce soit parce que les Gaulois, comme il dit, sont réfractaires et donc ils n'accepteront jamais rien. Donc il se dit, bah, c'est cuit, bah, je m'en vais, je ne peux rien faire. C'est une interprétation possible. J'avoue que j'y avais pas pensé, mais c'est pas ma préférée, Manuel. C'est pas ma préférée, mais je crois qu'il nous prépare plutôt un coup. parce Bon, C'est-à-dire peut-être. il dit, je devrais faire des choses dures dans cette et dernière oui, année. oui. Oui. Donc là, il y a une action. Il y a une action qui est en perspective. C'est pas une Attends, décision.
C'est pas une démission. Non, mais peut-être, par exemple, j'ai vu récemment une déclaration de Bruno Le Maire qui dit pour payer la dette, il faut absolument faire une réforme des retraites. Alors, la réforme des retraites, la plupart des Français, pour pas dire 100%, sont contre. Donc, il y a plein de réformes qu'il devrait mettre en place absolument jusqu'à la fin de son quinquennat, mais qui voit que si j'essaye, le peuple se révolte. Donc, je ne peux rien faire. C'est fini pour C'est moi. possible, on verra bien. De toute façon, on Oui. doit être en alerte. C'est tout ce que l'on peut dire. Mais alors, il est évident qu'il peut aussi essayer de passer en force. Ah oui, oui, par exemple, passer des lois comme... Ne serait-ce que pour les retraites, il peut très bien faire voter ça à l'Assemblée nationale. Il a encore la majorité. Je ne sais pas. C'est absolument imprévisible tout ce qu'on sait, et ça, c'est absolument sûr. Oui. Et qu'on a comme président de la République un ennemi de notre pays. D'accord, faudrait que ça rentre dans le crâne des Français. Il faudra donc être attentif au journal officiel pour voir des lois qui sont votées, notamment au petit matin avec 4 chats qui se battent en duel. Exactement, voilà. Manuel. Exactement. Ouais. Bon, on va attendre. Bah, écoutez, on va voir ce qui nous prépare, mais il faudra être attentif alors dans ce cas. Il est évident que de temps en temps, il lance des ballons d'essai pour voir comment ça réagit. Donc la déclaration de Le Maire, ça peut être un ballon d'essai. On verra bien. On va passer à la prochaine question. Alors, dans ce cas, il y a un nouveau documentaire qui a fait surface, qui est nommé Maltraité, qui dénonce la corruption entre politique et laboratoire pharmaceutique. Est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je l'ai vu. Bon, ça apporte pas grand-chose de nouveau par rapport à ce qu'on savait déjà depuis longtemps, c'est-à-dire la collusion entre les hommes politiques, pas simplement en France, mais à travers le monde, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., l'Italie, l'Espagne, avec Big Pharma. J'ai vu aussi, je ne sais pas si vous avez vu une petite notice sur Rockefeller, comment Rockefeller, qui avait réussi à devenir le magnat et avoir le monopole des compagnies pétrolières américaines, avait réussi à éliminer toutes les médecines naturelles de façon à favoriser l'émergence de cette entreprise Big Pharma de fabrication de médicaments qui ne sont pas nécessairement là pour soigner les maladies, mais on pourrait dire, vu l'expérience qu'on commence à avoir, à entretenir les maladies. Donc on est face à des monstres. On ne peut pas appeler ça autrement. On est face à des monstres qui, pour des raisons économiques, et alors une voracité sur le plan économique, mais invraisemblable, ce n'est jamais suffisant. Tout ce qu'ils avalent, ce n'est jamais suffisant. Il leur en faut toujours plus. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait des malheureux qui courent après les labos pour avoir tel ou tel médicament qui, croient-ils, vont les sauver. Et voilà. Vous savez, ça fait penser aux ouvrages de Claire Sévrac, La guerre secrète contre les peuples. Oui, tout à fait. D'ailleurs, elle-même était morte de manière un peu bizarre. Tout à fait, de même que cette américaine qui avait été cadre chez Merck, qui curieusement, après avoir dénoncé ce qui se passait... Ah oui, Brandy Vaughan. Voilà. C'était une activiste anti-vaccin. Oui, c'est tout dernièrement, là, il y a 3 semaines. Tout à fait, c'est récent. Alors, 4 volontaires aux essais cliniques du vaccin anti-Covid de Pfizer atteints de paralysie faciale. Pourtant, la campagne de vaccination continue notamment au Royaume-Uni. Comment expliquez-vous un tel empressement pour un traitement qui semble plus dangereux que la maladie elle-même? Je crois que j'ai répondu à l'instant. Oui, vous venez d'y répondre. C'est-à-dire que le poids politique de ces laboratoires... Alors, Pfizer, rappelons tout de même pour la petite histoire que c'est dirigé encore par un membre de la communauté, comme Giuliani. Donc, on retrouve
partout, le poids de cette communauté est sur le plan politique et dans toutes les affaires sanitaires. D'où toutes les attaques contre les scientifiques qui ne sont pas dans la ligne, Jean Raoult, genre Perron, Georges Fourtillon et tant d'autres. Et il est évident que ces scientifiques-là sont dangereux pour eux parce que ce sont des sonneurs d'alerte dans leur domaine. Et ils expliquent, et j'ai vu encore tout dernièrement une des dernières déclarations de Raoult, qui était interrogée par, comment elle s'appelle cette blondasse Lapix, hein Anne-Sophie Lapix. Non, pas Lapix, un nom italien. Je ne vois pas. Bon, bon. Et donc, on lui posait la question de ce qu'il pensait justement des vaccins qui arrivaient. Il lui a répondu, bon, plus correctement que je ne le dis, c'était une vaste foutaise. Qu'il ne voyait que les publicités, mais pas les essais cliniques et les études scientifiques à ce sujet-là. Et là, dans ces quelques mots, il a tout dit. Publicité. Alors là, on nous fait la publicité, mais essais cliniques avec les résultats que cela donne, etc., les conséquences, etc., la casse qu'il peut y avoir, la casse qu'il y a, et à mon avis, on est loin de tout nous dire, tout est là. En fait, là, dans cette situation qu'on vit avec cette vaccination forcée, c'est à la fois la conjonction d'un projet financier et d'un projet messianique de destruction des peuples. Oui, mais vous savez très bien que je dénonce ça déjà depuis longtemps. Ils se font de l'argent en tuant les peuples. C'est ça qu'il y a de plus dangereux, c'est cette conjonction. S'il n'y avait que les intérêts de Big Pharma, à la limite, bon, ça peut se combattre plus facilement. Financier, oui. Mais il y a non seulement les intérêts financiers de Big Pharma, mais il y a le projet mondialiste qui se sert de l'épidémie qui a été provoquée pour pouvoir accélérer le processus. D'ailleurs, si je peux me permettre, je vais citer le professeur Raoult dans un entretien qu'il a accordé à Paris Match le 30 avril dernier. Bon, je vais le citer. Les vaccins ne sont pas toujours la bonne solution. Trouver un vaccin pour une maladie qui n'est pas immunisante, c'est même un défi idiot. C'est comme trouver un vaccin pour le sida. Ça fait des années qu'ils demandent de l'argent pour la recherche, pour je ne sais plus pourquoi, et on n'a toujours rien. Manuel, rappelez-vous ce que j'ai rappelé dernièrement, je pense que c'était dans le dernier entretien. Je dis, ah, mais comme c'est curieux, on a trouvé à toute vitesse un vaccin, même plusieurs vaccins, contre le Covid, et depuis les années qu'il y a le sida, on n'a toujours pas trouvé le vaccin. C'est pas curieux, ça? Quand même, surtout si on regarde, si on fait attention à tout ce qu'on nous a donné, par exemple l'histoire du Remdesivir. Le laboratoire Gilead savait pertinemment qu'il était 100% inefficace contre le Covid. Ils ont quand même vendu pour des milliards d'euros. Tout le monde en a acheté. Et maintenant, l'Organisation mondiale de la santé dit « Ah, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas efficace. » Mais eux, ils le savaient déjà. Oui, bien sûr. Et pire encore, le Remdesivir est toxique pour les reins. Oui, aussi. Ça, ils ne s'en vendent pas. Ils ont préféré le Remdesivir au traitement à l'hydroxychloroquine de Raoult. Des médecins anti-masques qui ont été interdits d'exercer. Le professeur Fortillon, par exemple, qui a participé au tournage du documentaire Hold Up, a été interné en hôpital psychiatrique contre son gré. Bon, pensez-vous que l'internement d'opposants au système va se généraliser? Bon, je ne sais pas si ça va se généraliser. Tout va dépendre de la réaction que cela va tout de même provoquer, j'espère. Mais c'est curieux tout de même, cette ressemblance du régime de M. Macron avec les méthodes de l'Union soviétique, puisque les opposants en Russie, bon, soit on les fusillait, soit on les mettait en hôpital psychiatrique de redressement. Alors, voilà, je ne sais pas, si ça ne saute pas aux yeux des Français
et de tous ces imbéciles qui ont voté, soit directement, soit indirectement pour Macron, parce que ceux qui ont voté Marine Le Pen, alors qu'ils auraient dû voter pour Fillon, qui était le seul, c'était le seul qui était capable d'empêcher l'arrivée de Macron. Marine Le Pen, c'était le repoussoir nécessaire à Macron. Ça, bien entendu, on a eu beau, je sais, autour de moi, un certain nombre de personnes que je connais, je ne dirais pas amis, parce que des gens comme ça ne peut pas être des amis pour moi. Ils n'ont pas voulu entendre les raisons que je donnais, les explications. Mais alors Personne n'a voté Marine Le Pen, et nous avons eu, merci à eux, Macron. Et pour recentrer sur le professeur Fourtillon. Pour le professeur Fourtillon, d'abord, c'est un ami très proche du professeur Joyeux, qui lui aussi a eu des problèmes, rappelez-vous, puisqu'il a été, je pense, a été même le premier opposant au vaccin de Madame Buzyn, de la filière juive de la médecine en France, comme j'aime bien insister là-dessus, avec son mari, avec Salomon, qui est tout de même mis en examen quand même. En fait, il dénonçait la présence d'aluminium dans certains médicaments. Exactement, et dans les pas simplement l'aluminium, il y avait aussi le scalène, je crois. Et tout un tas de médicaments. Tout un tas de trucs pour des vaccins qui n'étaient franchement pas nécessaires pour des nouveau-nés. Vous savez, les pansements gastriques surtout, je crois. Oui. Dans lesquels il y avait énormément de... Tout à fait. Donc, voilà des scientifiques qui sont honnêtes, qui aiment leur métier, qui mettent en garde, et ils aiment aussi leurs coreligionnaires, leurs concitoyens plutôt, et qui disent, mais attention, ça va avoir des conséquences sanitaires pour les Français, ça. Et il faut, évidemment, pour les Buzyn et compagnie, les faire taire, d'une façon ou d'une autre. Alors, Joyeux, à l'époque, avait été momentanément, heureusement, suspendu par l'ordre des médecins, puis ça avait été tout de même un certain scandale, ils avaient été obligés de le réintégrer, et Fourtillon, c'est du même type. Oui, c'est un hôpital psychiatrique. C'est pas la première, c'est pas le premier coup d'essai de mettre des opposants en hôpital psychiatrique. J'ai retrouvé le nom de ce professeur Jean-Louis Cacomo, qui était un docteur en sciences économiques et en fait il a été en fait interné de force en hôpital psychiatrique pendant 3 ans parce qu'en fait sa hiérarchie lui a reproché d'avoir dénoncé un trafic de diplômes au sein de son université. Exactement, c'était à Montpellier, je crois, non? Oui, je crois. Ouais. Si je me souviens de son bon, oui. Cacomo, Jean-Louis Cacomo. Ah non, mais voilà. Donc, ou bien vous obéissez aux lois de la République, c'est-à-dire les intérêts qu'il y a derrière la République, ou bien vous n'obéissez pas, vous êtes un méchant citoyen, et il faut vous écarter. Et alors, que pensez-vous? Pardon, Manuel, vas-y. Non, j'allais parler aussi du professeur Perron, qui est aussi persécuté et menacé d'exclusion de son service. Comme Raoult. Comme Raoult, pareil. Les deux sont sous le coup d'une plainte à l'ordre des médecins en vue de leur suspension. Et puis en plus, pour Perron, c'est encore plus grave, parce qu'on cherche à lui couper son service, je crois. Oui. C'est pas Perron qui était justement très actif contre la maladie de Lyme? Oui, mais maintenant il a été exclu, je crois. Parce que je crois qu'il tout à fait. Il y a tout un scandale sur la maladie de Lyme aussi. On ne pouvait pas faire du bien aux pharmaceutiques. Et que pensez-vous, pour conclure sur la dictature, de cette phrase de Donoso Cortés qui disait « Le choix ne sera plus entre liberté et dictature, mais entre deux dictatures. Le chaos est tel qu'il n'y a plus de liberté. Ou une dictature révolutionnaire, ou une dictature du gouvernement. » Je ne suis pas d'accord avec sa déclaration, ça ne veut rien dire. Les deux se rejoignent. C'est de la littérature, ça. Bah oui, surtout, il faut rappeler, attendez, je vais vous dire de suite, il ne faut pas qu'on nous accuse de complotisme. Alors, le décret numéro 2020-4
1511 du 2 décembre 2020 qui permet le fichage des individus, par exemple. Selon leurs opinions politiques, leurs activités sur les réseaux sociaux, comportements religieux, données de santé, etc., donc, ce sont des éléments qui pourront désormais être collectés dans des fichiers du renseignement. Donc, on va ficher tout ce petit monde. Ça a été autorisé par décret. C'est bien ça. En effet, tout à fait. Non, mais c'est récent. Ils n'ont même plus besoin de faire passer des lois, ils gouvernent par décret, et puis avec la majorité qu'ils ont à la Chambre, ça passe. La peur du virus sanitaire fait place petit à petit à la peur d'un virus informatique, cybernétique. C'est ce qu'a annoncé Klaus Schwab en prédisant un Dark Winter, avec entre autres des coupures de courant. Faut-il prendre au sérieux ces allégations ? Alors, ça me semble totalement délirant, cette histoire-là, parce que... Ou alors, il faudrait que tous les gouvernements du monde fassent arrêter la production d'électricité. Et je ne vois pas comment des gens quelconques, à Washington ou à New York ou ailleurs, décréteraient un jour que l'humanité n'aura plus d'électricité, etc. Donc, paralyser l'humanité, je ne vois pas très bien comment ils pourraient le faire. J'ai l'impression qu'on a aussi en face de nous des espèces d'illuminés complètement farfelus. Ah bah, il faut le voir, le Schwab en tenue maçonnique. Vous l'avez vu habillé dans sa tenue maçonnique? Ah non, mais ce sont des fous furieux. C'est pareil dans Star Trek. Furieux, ces gens-là. Donc, il est évident que dans tout ce qu'ils disent, il y a une part de leur folie. Alors, il y a des parts de la folie qui, malheureusement, ils peuvent réaliser, et d'autres qui, à première vue, paraissent impossibles. Je vous dis, pour l'électricité, panne d'électricité dans toute l'humanité, je ne vois pas comment. Bah, s'il y a vraiment un gouvernement mondial qui tire les ficelles, ils peuvent quand même se mettre... Les centrales électriques dépendent de différentes compagnies à travers le monde. Je ne sais pas très bien comment ils pourraient faire ça. Bon, bah, tant mieux. On va passer maintenant à l'éducation dite nationale parce que le niveau en maths et sciences des élèves français classés parmi les derniers d'Europe et de l'OCDE. La France est classée dernière au sein de l'Union européenne pour les mathématiques dans le classement des CM1 selon l'enquête internationale TIMSS publiée ce mardi dernier. Elle est avant-dernière pour les classes de 4e. Comment expliquez-vous un tel résultat ? L'école de la République, voyons mon cher. Est-ce qu'on peut encore appeler ça une école ? Non, en fait, l'école, justement, ce n'est plus une école, c'est un lieu d'endoctrinement. Les valeurs de la République, la Shoah, la théorie du genre, et pendant ce temps-là, les mathématiques et le reste, on oublie. C'est ça l'école en France maintenant, dans cette bonne République française. Ouais, surtout que les élèves sont de plus en plus éduqués. Ils sont de plus en plus élevés au plus tôt de la maison, éloignés de leurs parents, éduqués que par l'éducation nationale. Les enfants vivent sur Internet. Ils vivent même pas, ils vivent virtuellement. Ils vivent même plus en communauté, rien du tout. Ils ont plus d'amis, de vrais amis. C'est qu'Internet, jeux sur Internet, séries, etc., jeux vidéo, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, à part ça. Toute leur vie, c'est ça. Tout est fait pour les retirer de la réalité. Les jeux virtuels, tout. Y compris l'éducation maintenant, puisque soi-disant du fait de l'épidémie, on fait les cours par correspondance, etc. Donc, il n'y a plus de contact avec le maître, qui peut donner des explications directement en cas de difficulté. Et puis surtout, ils n'ont plus le contact avec leurs petits camarades. Donc, on en fait des individus seuls, isolés. Sans aucun contact avec un autre être humain, au moins ça, même pas pour parler, rien. Et puis maintenant, ils sont tous avec des masques, alors...
Oui, et en plus de En ça, plus. vous imaginez le sentiment d'abandon, plus ou moins conscient d'ailleurs, de ces jeunes. Et pourquoi y a-t-il une recrudescence des suicides chez les jeunes? Comment se Réseaux fait-il sociaux. que les psychiatres tirent la sonnette d'alarme en disant que les hôpitaux psychiatriques se remplissent? Voilà les conséquences. Les jeunes sont Donc de plus en on fait plus. des citoyens, des drogués, des gens qui sont retirés de la réalité. Il ne faut pas s'étonner des conséquences qui vont apparaître. Ah, c'est le meilleur moyen de manipuler la masse, Et alors, d'en faire évidemment, des abrutis. tout ça, ça altère la volonté, donc la capacité de réaction. Vous savez, je crois que tout ça est mûrement étudié depuis des années, en loge, en arrière-loge, en synagogue, etc., etc. Rappelez-vous le mot du docteur Pierre-Henri Simon, membre de la Grande Loge de France et juif, et c'était à propos de la loi Veil. Et il présentait, en fait, il disait que tout ça, ça avait été longuement étudié au préalable en loge. Donc, toutes les lois et autres qui apparaissent, c'est pas par hasard, c'est pas le fait d'une urgence quelconque, c'est tout simplement parce que, à un moment donné, les décideurs, dans les loges ou ailleurs, disent voilà, maintenant il faut faire ça. Et ça, on va encore vous accuser de complotisme, voyons, parce que les gens ne savent pas parce que tout cela a été largement revendiqué. Mais, la loi... Emmanuel, vous savez très bien que je revendique le fait que je suis complotiste. D'ailleurs, vous êtes... Pour une raison très simple, c'est que j'ai toutes les preuves du complot ou des complots dont j'apporte constamment la preuve et dont j'avais commencé à donner les preuves dans mon livre La maçonnerie. Oui. Alors, qu'on m'appelle le complotiste, tout ce qu'on voudra, si vous savez comme je m'en contrefiche, je sais que j'ai raison parce que je m'appuie sur des faits. Vous êtes rejoint par là par l'humoriste Bigard, qui dernièrement s'est annoncé complotiste. Il l'a lui-même reconnu dans un entretien donné à la radio. Oui, j'ai vu ça, j'avoue que c'était rafraîchissant. Vous n'avez pas peur parfois de vous cramer? Vous divisez forcément. Vous allez sur des terrains qui ne sont pas forcément conquis. Bien sûr qu'il faut être sur la tangente, sur le fil du rasoir. Je voudrais revenir sur un mot, quand on dit, c'est la fameuse théorie du complot, là. Il faut arrêter, quoi, avec ce mot, quoi. Faudrait le bannir. Hein, c'est un complotiste. C'est ce qu'on a dit de vous? Qui est un complotiste? S'il y a un an, on se parle ensemble, je dis, tu sais, Déborah, tu sais ce qui va se passer pour nous? On va être obligé de se signer un papier pour sortir de chez soi. Tu sais quoi? On sera interdit d'acheter quoi que ce soit, il y aura un couvre-feu. Et on va nous obliger à faire des trucs pour une maladie qui, en fait, tue entre 0,3 et 0,5% de ceux qui sont infectés. Eh bien, on va t'infliger une torture telle que tous les petits commerçants, tous les bars, toutes les brasseries vont mourir de faim. Tu vas dire, mais t'es un complotiste. Et puis là, je te le redis, aujourd'hui, tu vas me dire, ah bah oui, c'est vrai, t'avais raison. Quand on dit qu'on est complotiste, c'est par rapport à des faits qu'on récuse. Oui, mais ceux qui ont senti venir ces trucs-là, on les a traités de complotistes. Je vais te donner un autre exemple parce que manifestement tu ne comprends pas. Non, mais j'interroge. C'est normal, tu es une femme. Je ne t'en veux pas. Hein. C'est facile. Déjà, donner un autre exemple. Il y a un mec qui tout d'un coup, contre tous les scientifiques de l'époque, a dit « Je pense que la Terre, en fait, elle n'est pas plate. Je pense qu'elle est ronde. » Complotiste. Hein? Théorie du complot. Brûlé sur le bûcher. Et puis, à la fin, on dit, ouais, finalement, elle est ronde. Schopenhauer, écoute bien, disait, la vérité passe par 3 étapes. Elle est d'abord
raillée, contredite, moquée, théorie du complot. La deuxième, elle est carrément attaquée, jusqu'à la mort, s'il le faut. Et la troisième étape, c'est qu'elle est finalement admise comme ayant été toujours une évidence. Voilà le chemin de la vérité. Simplement, par exemple, quand je parle, si je suis un conspirationniste, quand je dis que nos gouvernants ont fait tout et leur contraire, quand les scientifiques, à chaque fois je fais un petit geste, nous disent « il ne faut pas porter de masque, c'est dangereux ». Et quand 3 semaines après, ils nous disent « il faut porter un masque, c'est obligatoire ». Qu'est-ce qu'on peut penser? Est-ce qu'il y a quelque chose de complotiste là-dedans? Non, mais qui sont paumés. Ils savent peut-être non, pas, c'est un pas nouveau paumés. virus, Ils obéissent à des contraintes. C'est pas paumé. Parce que paumé, si jamais tous nos scientifiques sont une bande de fous, non, parce paumés. que c'était pas tous les scientifiques ne disaient pas ça. Il y avait pro-masque et disons que contre-masque. Les décideurs. Ça te va, les décideurs? Mais peut-être que j'en ai rien à branler qu'il y en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc je te parle des décideurs. Quand un homme politique vient te dire que le conseil scientifique a décidé que... Toi, tu te dis, putain, c'est pas rien, c'est pas 3 personnes. C'est une majorité de gens qui décident. Et quand cette majorité te dit le contraire 3 semaines après, qu'est-ce que tu peux penser? Eh bien, tu penses tout simplement que ces gens-là sont aux ordres. Et ils sont aux ordres du pognon. Jean-Marie, oui. Vous avez une rage incroyable. Ouais. Je suis enragé, on nous prend pour des cons. On nous manipule, on organise une dictature chez nous. Comment je serais pas en colère? Oh! Comment je serais pas en colère? On nous prend pour des cons. On nous manipule, on fait crever nos commerces. On détruit l'industrie mondiale. Pourquoi? À qui profite le crime? Est-ce que je peux me poser cette question? Tout le monde se la pose cette question, tout le monde peut se la poser en tout cas. Mais vous qui avez eu Emmanuel Macron au téléphone, oui. Pourquoi aujourd'hui vous l'appelez pas? Et cette rage-là, pourquoi vous ne lui envoyez pas ça? Je lui continue, je lui envoie des messages alors, qu'est-ce qu'il vous avec dit? la même rage, hein. Mais lui, il obéit. Qu'est-ce que ça fait avancer dans le débat en fait? Est-ce que ça fait avancer ceux qui ont des couilles les sortent. Et ceux qui n'en ont pas, qu'ils sachent que ce sont des lâches. Des pauvres connards qui se planquent en attendant que la tempête arrête de souffler. Ou alors, ils acceptent l'asservissement de la planète. Oui. Réfléchissant, la seule chose que je lui reproche, c'est tout de même son langage un petit peu trivial, ça n'apporte pas grand-chose, il fait un petit peu excité. Oui, mais vous vous rendez compte quand même... Avez-vous remarqué quel était le patronyme de celle qui l'interrogeait? Non, c'est une blonde, là, châtain, mais je me rappelle plus de son nom. Je n'ai pas regardé. Mais vous savez très bien que je suis un complotiste. Elle fait partie de la communauté, peut-être. Non, mais c'est surtout, vous vous rendez compte... Évidemment. Vous vous rendez compte de l'impact qu'un type comme Bigard se dise complotiste, parce que bon, il fait il remplit des stades de France. Bon, c'est quand même quelqu'un qui a une visibilité. Oui, tout à fait. Non, mais incontestablement, il y a des gens qui commencent à dire « Oh là là, ça commence à aller trop loin. Attention, il faut arrêter de nous prendre pour des cons, comme il l'a dit. » Comme il l'a dit, oui. Non, son truc, hormis son langage et son air absolument excédé, hystérique, à la limite de l'hystérie, etc., son texte est impeccable. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à retrancher. Bon, après, on verra, est-ce qu'il est éternellement lié à Israël par sa femme? Parce que je crois qu'il est marié à une juive. Bon. Il y a peut-être des petits problèmes de ménage. Vous savez très bien qu'il peut y avoir des juifs qui eux aussi se mettent à comprendre. Ah oui, absolument. En effet. Et n'oubliez pas que Netanyahou se vante que tous les Israéliens vont être vaccinés, donc ça va être obligatoire. Même les Israéliens. Même les Israéliens. Alors, ou bien, c'est un effet d'annonce pour dire, vous voyez, nous, Israéliens, on n'a pas peur, on fait le vaccin, etc. Reste à savoir s'ils vont le faire ou pas. Oui, puis quel vaccin? Est-ce que c'est celui des Russes ou... C'est peut-être des vaccins à double vitesse. Hein. À double vitesse, oui. À double aspect et pas nécessairement le même.
pour qu'on soit un peu plus clair. Donc, non, mais vous savez très bien qu'il y a un certain nombre de juifs que je cite plus ou moins régulièrement qui dénoncent le complot. Manuel, la question numéro 7. Numéro 7, est-ce que vous pouvez revenir sur l'affaire Michel Zecler, le producteur de rap qui a subi des violences policières? Ah, le malheureux. Le malheureux. Qui n'avait pas compris que quand on crache sur les gens, il ne faut pas s'étonner que les personnes qui ont reçu le crachat aient envie de lui botter le postérieur. Parce qu'enfin, l'histoire de cet individu, alors bien entendu, ce qui doit toujours alerter, c'est quand on voit que les médias se mettent à défendre quelqu'un. Si défendre quelqu'un, c'est que ce quelqu'un est une crapule. Alors moi j'ai peut-être une petite explication. Alors non seulement c'est probablement une crapule, mais aussi le studio d'enregistrement pour lequel il travaillait est tenu par une certaine Valérie Aklan, qui est une juive séfarade. Ah, tout à fait. Aklan, voilà. Et donc ceci explique peut-être cela. Ils ont défendu son... Oui, je suis complotiste, oui. Voilà. Nous sommes Et donc, vous disiez que Zecler... On ne va pas, c'est toujours la même chose, on ne va pas glorifier le lynchage qu'il a subi. Bon. Mais disons qu'il ne l'a pas volé. Oui, parce que vous... Il ne faut pas qu'il s'étonne, après avoir craché sur la police, que des policiers qui l'ont reconnu soient tentés de lui casser la gueule. Oui, c'est ça, il faisait des musiques anti-flics, c'est ça, je crois. Oui. Mais il faut voir que selon, alors je n'ai plus la source, mais je peux vous l'envoyer. Apparemment, l'Élysée lui a téléphoné, comme ils ont téléphoné à Éric Zemmour. Bien sûr, Manuel, voyons. Chaque fois qu'il y a une crapule qui se fait accrocher quelque part, petit Macron se sent... Oui, est-ce qu'ils ont téléphoné aux éborgnés de Gilets jaunes? Non, je pense pas. Ah non. Peut-être pas, Manuel. Vous êtes sûr? Non, voyons. Non, mais rappelez-vous ce que je dis toujours, que je rappelle toujours. La Révolution s'est faite avec la racaille des bas quartiers de Paris. Ça a été la main-d'œuvre de la Révolution. Et depuis lors, la République qui en est née porte cette part originelle. Ils se sont à l'aise avec la crapule, les crapules. Mais les crapules sont peut-être dans les bas quartiers, mais aussi dans les hauts quartiers. Écoutez, les cantines, les cantines du Sénat et de l'Assemblée sont peut-être bien les seuls restaurants de France à être restés ouverts. Argument avancé, il s'agit de restauration collective, comme pour les entreprises. Il faut savoir que pour 16,50 €, on leur sert un menu gastronomique. Ils ont à plein temps 3 meilleurs ouvriers de France et un Bocuse d'or. Donc voilà, employés sur place à plein temps. Ça, c'est surtout pour le Sénat. Que vous inspirent ces informations? Vous comprenez, Diane, ces malheureux travaillent tellement pour le bien du pays qu'il faut tout de même qu'ils aient quelques petites compensations, quelques petits agréments. La République est reconnaissante. Non, mais c'est scandaleux parce que ce sont les Français qui payent pour ces gens-là, pour qu'ils se gobergent. On a soi-disant aboli les privilèges, mais qu'est-ce que c'est que ça, si ce n'est des privilèges? Abolir les privilèges, alors là. Et justement, puisque l'abolition des privilèges est passée par le raccourcissement d'un certain nombre d'aristos de l'époque et du roi, eh bien, on pourrait imaginer le raccourcissement d'un certain nombre de ministres, de sous-ministres, délégués et autres, et du propre président de la République. Ce serait, disons, un copier-coller en réflexion sur la glace. Oui, on peut l'espérer. Ouais, on va voir. On va passer à autre chose. C'est un peu complexe. On va refroidir un petit peu la chose. L'atmosphère. Oui. Parce qu'il y a une marque de vêtements pour enfants appelée Petit Bateau qui fait la promotion d'un couple LGBT dans une publication Facebook. On voit deux femmes
avec un bébé dans les bras. Il y a un texte, accompagne la photo, il nous renseigne sur la lactation induite à base d'hormones. Est-ce que vous avez vu cela? Il faut avoir un commentaire. J'ai immédiatement fait la publicité pour la marque Petit Bateau. C'est curieux, et rappelez-vous, c'est pas nouveau ça, rappelez-vous dans un autre domaine, mais ça découle du même réflexe d'obéissance au diktat du politiquement pas correct. Rappelez-vous par exemple L'Oréal. L'Oréal, Oui. Il ne faut plus mentionner le mot blanc. Oui, exactement. Par exemple. Une marque entre autres, oui. Mais c'est hallucinant. Mais alors, que des malades, genre LGBT, etc., pensent ça, etc. Mais que de grandes entreprises, qui en principe travaillent pour tout le monde, se soumettent à ce diktat, qui est un diktat d'une minorité. Donc même sur le plan commercial, ce n'est pas nécessairement joué pour eux au point de vue rapport. C'est vraiment une terreur politique. C'est même pas intelligent sur le plan marketing stratégique, parce que quand même, Petit Bateau, c'est des familles. Oui, bien sûr, mais c'est des familles classiques, traditionnelles en quelque sorte. La marque, elle s'adresse. Ah oui, bien entendu, c'est une marque tout à fait traditionnelle. Bah, plus maintenant. Et donc, que ce soit sur le plan racial, que ce soit sur le plan sexuel, etc., il y a une loi non écrite qui fait qu'il y a dire ça et pas ça. Sinon, vous n'êtes pas correct. Oui, mais selon Macron, il n'y a pas de lobby en France. Vous avez vu son entretien à la chaîne Internet Brut où il dit lobby en France? Non, pas du tout, il n'y a rien. D'accord, donc on voit toute cette propagande LGBT, on partant sur l'histoire du glyphosate et d'autres choses. Bon, il n'y a aucun lobby, quoi, hein, mon Dieu. Vous connaissez le mot de Voltaire? Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. En effet, mais bon, il n'y a pas. Alors, Marine Le Pen ne croit pas aux conclusions du documentaire Hold Up, elle niant ainsi la théorie du complot. Un commentaire? Que voulez-vous que je vous dise? Moi qui ai été tout de même cadre du Front National, puisque j'étais le représentant pour la Belgique quand je résidais en Belgique, et membre du comité central élu, j'ai bien vu venir la chose déjà du temps du papa. Il niait déjà le complot? Et c'est pas par hasard que j'ai claqué la porte en 93. Il niait déjà le complot? Il n'y a pas le complot, mais toute l'évolution était là. Je dirais pas l'infiltration du Front National par les francs-maçons, les homosexuels et compagnie, il les faisait venir. Et ça, je le sais. D'autres, d'ailleurs, qui ont vécu la même expérience que moi, etc. Ce n'est pas par hasard que j'ai écrit un livre qui s'appelle L'histoire d'une trahison, qui est celle du père. Mais celle du père explique celle de la fille. Donc, pour en revenir à la fille, quand elle fait cette déclaration, elle veut être politiquement correcte. Mais alors, à quoi sert le Rassemblement national si c'est pour n'être qu'un parti comme les autres? Un parti à la remorque de la République en marche, de la gauche. Je n'aurais même pas la remorque des Républicains, parce que chez les Républicains, il y a des gens qui sont pas mal. Donc, vraiment, c'est l'aplatissement total et intégral. J'ai parlé tout à l'heure de ces crétins que je côtoie. Relations sociales ou paroissiales. Auquel, à l'époque, au moment des présidentielles, j'ai essayé d'expliquer que ne votez surtout pas pour Marine Le Pen, d'une part parce qu'elle ne vaut pas la peine, et d'autre part parce que si vous votez pour elle, vous risquez de la faire passer à la place de Fillon, et on aura automatiquement, mathématiquement, Macron. Ils n'ont pas voulu comprendre, ben voilà. Et je vous parie que les mêmes ne tiendront aucun compte qu'elle a fait voter son groupe à l'Assemblée nationale pour l'avortement au 9e mois. Oui.
Donc, vous voyez cette qualité de bon cateau. Allons à la messe, allons à confesse. Vous savez, il y a des moments où j'ai envie de prendre le fouet. Et d'ailleurs, dimanche dernier, il y en a un des paroissiens que je connais d'une relation sociale, c'est évident, et pas autre chose, qui me dit, lui allait à la messe suivante, moi j'en sortais. Et il me dit, ah, mais vous savez, Roselyne, sa femme, est une fan de Zemmour. Je hausse le sourcil, je lui dis Zemmour. Pourquoi vous n'avez pas compris que Zemmour, c'est une seule chose qu'il veut, c'est la France juive. Je lui donne quelques petites citations rapidement des 2 derniers livres de Zemmour. Elle me dit, mais vous savez, mais Philippe, nous avons tous du sang juif. C'est pas vrai. Alors, je le regarde bien dans les yeux, il est bordelais. Ah bah peut-être lui, mais pas nous. Et je lui ai répondu, mais évidemment, les bordelais, c'est bien connu. C'est vrai. Il est vite rentré, lui. Ouais. Non, mais vous voyez ce public. Vous voyez ce public. Alors c'est soit ça, soit nous avons du sang juif, ou soit en tant que catholique, ce sont nos pères dans la foi, etc., etc. Ouais. Pardon? Les héritiers. Les héritiers, voilà. Oui. Les héritiers dans la foi, tout à fait. Ouais, le judéo-christianisme. C'est ce que j'appelle le biblisme mal compris. Oui. Mais Non, donc, c'est hallucinant. Et en fait, la réflexion de cet homme était très juste. Il est normal qu'il soit avec son épouse proche de Zemmour, puisqu'il a les ascendances qu'il revendique. Et ce crétin, en plus de ça, me disait, oui, nous autres Bordelais, nous descendons tous d'un certain marchand fripier juif. Et il était fier? Il était fier. Exactement, Diane, vous avez compris. C'est ça le point. Et il était fier. Et il connaît peut-être pas toutes les frasques de son peuple. Tata. Exagéré. Tous les méfaits. Non, mais c'est une maladie mentale. Hein. Je ne sais pas s'il m'écoutera un jour, mais en tout cas, ça lui est dédié, ça. Manuel? Mais une petite info, parce que j'ai vu passer récemment, je sais pas quand ça date, il y a eu, je crois, alors je sais pas, c'est lui-même qui a fait le commentaire sur Facebook. En tout cas, c'était son compte personnel, je crois, de Jean-Luc Mélenchon, qui se plaignait que les policiers votaient à 75% pour Marine Le Pen. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent encore. Peut-être que pour eux, dans leur tête, Marine Le Pen incarne encore et toujours le renouveau ou la révolution ou je ne sais quoi. Est-ce que, pour vous, est-ce que vous croyez à cette information? C'est possible. C'est pas la première fois que je constate qu'il y a un espèce de jeu de jambes de Mélenchon par rapport à Marine Le Pen. Je ne comprends pas très bien. C'est apparemment 2 opposants, 2 extrêmes, qui ne sont pas. Ce sont des épouvantails nécessaires au système. Donc, ni l'un ni l'autre n'ont d'intérêt pour nous. La question de Manuel, c'est pensez-vous que les policiers votent majoritairement pour Marine Le Pen? Non, j'ai pas compris que c'était les policiers. Je croyais que c'était les colistiers de non, Mélenchon. les policiers. Non, les policiers. D'accord. Et Mélenchon dit que c'est la police qui vit pour... C'est la police qui vote pour Marine Le Pen. Et oui, parce que pour eux, le Front National, le Rassemblement National, c'est encore une réaction patriote. Ils n'ont pas encore compris. Mm-hmm. Non, mais il y a des gens qui ont la vocation à être cocus. Hein. À ce propos, est-ce que rapidement vous pouvez rappeler la différence entre patriotisme et nationalisme? Ah bah, il faut se rapporter à mon livre Le nationalisme français, entre autres choses. Donc il y a une chose qui m'a sauté aux yeux quand pour le besoin de ce livre, entre autres, j'ai étudié un petit peu le comportement des Français
au moment de l'occupation. Comment se fait-il que des Français, qui n'étaient pas nécessairement des crapules au premier abord, aient pu rejoindre De Gaulle et que d'autres qui n'étaient pas non plus des crapules aient rejoint Philippe Pétain? Pourquoi cette différence de comportement alors que les uns et les autres, en fait, réagissaient par attachement au pays face à l'occupation? Et après une réflexion, une chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que cela relevait de deux conceptions de la nation. Il y avait d'un côté ceux qui voyaient uniquement la partie charnelle, c'est-à-dire l'occupation du territoire par les armées allemandes, sans se poser d'ailleurs beaucoup de questions sur pourquoi on avait eu une pareille débâcle. Ils auraient pu commencer par regarder de ce côté-là. Et ceux qui, constatant cette invasion, se faisaient la réflexion que s'il y avait eu invasion physique, c'est qu'au préalable, il y avait eu une invasion intellectuelle, politique, philosophique qui avait désarmé l'esprit des Français. D'où ma distinction, que j'estime absolument fondamentale, entre patriotisme et nationalisme, alors que pourtant les deux devraient marcher ensemble. Eh bien non, il y a des événements qui font que certains ne voient que les faits, toujours la même chose. On remonte toujours au même point de divergence. Ceux qui ne voient que les faits et qui ne remontent pas à la cause, et ceux qui voient la cause et qui en prennent et qui en déduisent les conséquences. Et votre explication, votre définition donne un aspect moindre au patriotisme. C'est un peu dénigrer le patriotisme d'une certaine manière. Oui. Le rendre moins. Je revendique, j'assume. J'estime que sur le plan intellectuel et au point de vue résultat et efficacité dans le combat, c'est l'attitude nationaliste qui prime sur le patriotisme. Oui, parce qu'un nationaliste est forcément patriote, alors que l'inverse n'est pas vrai. Évidemment, parce que dans sa réaction qui est politique, qui est philosophique, intellectuelle, il est remonté à la cause avant de prendre sa décision. C'est pour ça que j'insiste toujours sur la nécessité de remonter à la cause. Et c'est pour ça que... Pardon. Allez-y. Pour en revenir à la police, eux ne voient que finalement l'invasion par une masse migratoire sans remonter. Ils ne voient que l'invasion, comme vous dites très justement, à la main qui dirige. Ils ne se posent pas la question, mais qui impose toujours, et encore toujours aujourd'hui, cette invasion continue. Ça a commencé notamment, ça a commencé déjà avec le regroupement familial de Sarkozy-Chirac, poussé par Simone Veil, ça aussi il faut le savoir. Et ça s'est surtout accéléré avec Sarkozy, Hollande et Macron, puisque les portes de l'immigration sont constamment ouvertes. Pourquoi croyez-vous que la France n'a pas fermé ses frontières au moment du début de l'épidémie? Il fallait continuer à en accueillir. Ça aurait fermé les portes aussi à l'immigration. Bien sûr. Et c'est pour ça, une fois de plus, pour revenir sur ces policiers, ils ne voient pas ce qu'il y a de nocif au Front National. Ils ne voient pas que le fait que le Front National soit gangréné de francs-maçons, de juifs et de folles soit un problème, puisque peu importe, puisqu'ils se battent contre l'immigration. Enfin bon. Il faut dire aussi que malheureusement, dans la motivation de beaucoup trop de Français, y compris dans la police, ils ne voient que les conséquences dérangeantes pour leur petite vie quotidienne. Les problèmes de dévoiement moral de la nation. Ça ne les concerne pas. Ils s'en contribuent, quand ils ne sont pas eux-mêmes quelque peu viciés. Donc c'est ça, vous savez. Pourquoi croyez-vous que j'ai fait il y a plus d'un an, même peut-être 2 ans maintenant, je ne sais plus, cette conférence sur les protocoles des stages de survie? C'est que quand on analyse la situation aujourd'hui, on constate que tout ce que nous vivons dans toutes ses facettes en découle.
Très bien. Manuel, Alors, on va la On va numéro parler 12. d'autres personnes. Oui, le 4 décembre dernier, l'abbé Rioux a écrit un article dont le titre est Rivarol, Hervé Ryssen et Philippe Pancras-Lassac. Pouvez-vous nous en donner la teneur et donner votre réponse concernant cet article? Alors, juste pour repréciser, l'article, je crois que c'était finalement la réponse, publication de votre courrier et ensuite celui de Rivarol, celui de Jean Bourbon. Tout à fait. Oui. Donc, il n'y a pas vraiment de texte Tout à de fait. l'abbé Rioux. Alors, il faut savoir que l'abbé Rioux, dès le départ, a soutenu Rivarol, a soutenu Ryssen, au point même qu'il s'est fâché contre Jérôme Bourbon, qu'il l'avait trouvé un petit peu tiède à un moment donné, c'était avant qu'il ne soit incarcéré, envers Ryssen. Et là encore, je me dis, sapristi, curé, il serait mieux de s'occuper de religion et de saine religion plutôt que de s'occuper de politique. Il y a un vieux dicton qui disait que la politique était une chose trop sérieuse pour la confier aux militaires et aux religieux. Ça veut dire beaucoup de choses, ça. Donc l'abbé Rioux, en plus de ça, quand il écrit un livre sur les Juifs, il fait même bien de creuser un petit peu plus la question, notamment sur le sujet des Khazars. C'est, en plus de ça, c'est d'une longueur, son truc. Je dirais, je crois que pour vous aussi, Diane, c'était la même chose. Le livre m'est tombé des mains. Donc voilà, ce sont des gens qui, en fait, ont besoin de notoriété, qui voguent sur l'actualité, et l'actualité étant Ryssen dans nos milieux, eh bien, ils collent à Ryssen. Tout en oubliant que Ryssen n'est pas tout à fait particulièrement catholique à aucun point de vue, si l'on voit ce que je veux dire. Alain Soral, dans son dernier entretien, a relayé un extrait de votre conférence sur De Gaulle. Comment interprétez-vous cela? Est-ce une main tendue? J'avoue, Diane, que je me suis un petit peu frotté les yeux ou débouché les oreilles pour être sûr que j'avais bien entendu, que j'avais bien vu. J'avoue que ça m'a surpris. Bon, je salue son honnêteté. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien, l'avenir le dira. Surtout que c'est sur un point que vous lui reprochez souvent, c'est-à-dire son gaullisme. Et là, c'était une manière un petit peu de vous donner raison. Exactement, c'est ça qui est intéressant. Alors, il y a deux hypothèses. Soit, bon, il a vu simplement la conférence que j'avais faite sur le sujet. C'était l'été dernier, non? Je ne me rappelle plus exactement. Oui, non, ça remonte avant. Ça remonte avant. L'année dernière? Ah oui, c'était pour la vente de votre livre. Oui, l'année dernière. Oui, le livre venait de sortir. Oui. Le livre venait de sortir. Donc, peut-être que c'est simplement. Donc, alors, ça montre une chose, c'est que tout de même, il se préoccupe de tout ce que je peux dire ou écrire. Il y a aussi une possibilité, je crois que je vous l'avais raconté aussi, c'est qu'un de mes. Non, pas un correspondant, une personne qui m'avait commandé mon livre sur De Gaulle, l'ayant apprécié, m'avait écrit pour me demander un autre exemplaire à dédicacer à Alain Soral et qu'il le lui enverrait. Justement, pour essayer de lui faire comprendre qui était De Gaulle, puisque cette personne qui me commandait le livre savait, après ce que je disais, que Soral était toujours gaulliste, entre autres choses. Alors, ça peut venir de là aussi que l'un plus l'autre, ça a poussé Soral à essayer de montrer qu'en fait, oui, il admettait que j'avais dit ce qu'il fallait dire au sujet de Gaulle. On verra. Le problème avec Soral, c'est qu'il est un petit peu homme à foucade. D'un coup, on dit bravo, très bien. Puis un autre coup, on dit mais
quoi je vous dis. Prenez par exemple l'affaire Rissen. Il appuie Rissen de toutes ses forces. Bon, alors, intérêt financier, je ne sais pas, parce que Égalité et Réconciliation vend les livres de Rissen. Ceux d'avant sa conversion au sionisme. Or, c'est tout de même Alain Soral qui a créé le néologisme de national-sionisme. Alors vous me direz, oui, mais ça touchait essentiellement Zemmour. Oui, mais ça touche aussi tous ceux qui marchent dans la combine de Zemmour. Donc voilà encore un aspect de contradiction, et je n'aime pas les contradictions. Bah, surtout qu'il avait dit dans un entretien, alors je ne me souviens plus dans lequel, mais c'est récent, où il disait que ceux qui étaient dans le national-sionisme étaient pour lui des traîtres et des lâches. Était quoi Ceux qui étaient dans le national-sionisme et qui marchaient avec Zemmour étaient pour lui des traîtres et des lâches. Oui, tout à fait. Et il vous disait même, bah, une chose qui était bien avec vous, c'est que vous n'êtes pas tombé là-dedans. Donc c'est ça, voilà. Je ne comprends pas. Mais oui, pas plus que moi. Pas plus que moi, Manuel. Je ne comprends pas parce que qu'est-ce qu'il y a eu de changé? Ah oui, Rissen a été incarcéré. Vous savez très bien qu'on a fait un communiqué à ce sujet-là, où on a scindé deux aspects. L'incarcération d'un écrivain. Oui. Et le fait que cet écrivain avait changé son fusil d'épaule. C'est pas parce que quelqu'un se retrouve en prison, en plus de ça, vous savez très bien ce qu'on en a dit encore dernièrement, ce n'est pas sur ses écrits de livres qu'il a été fondamentalement condamné, mais à cause de ses blogs insultants. La plupart, oui. Vous-même, vous aviez fait une recension, je crois que c'était lors de notre dernier entretien. Oui, en effet. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose de changé dans l'attitude de Rissen? A-t-il fait amende honorable de s'être acoquiné avec Zemmour? Non. En ce qui me concerne, a-t-il émis le moindre regret de m'avoir insulté, menacé de mort, etc., ainsi que mes collaborateurs, dont Diane? Vous n'étiez pas encore parmi nous, Manuel. Non. Donc ça vous serait arrivé à vous aussi. Donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Moi, je veux bien qu'on ne soit pas d'accord avec l'incarcération d'un écrivain, même si c'était quelqu'un de gauche. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, avec ses thèses politiques, on argumente. Et on démontre calmement, correctement, qu'il se trompe. Alors, on appelle la dialectique. C'est ce qu'on appelle la dialectique. Et la dialectique, il doit s'apposer sur des faits pour convaincre. C'est ce que j'essaye de faire régulièrement dans tous mes écrits, y compris dans mes parutions, conférences et entretiens. Eh bien non. Là encore, on a l'impression que c'est toujours l'émotionnel qui prime. Mais il y en a marre. La politique, ce n'est pas l'émotion. C'est une analyse froide de la situation, de ce qu'il faut faire face à une situation donnée. Alors, j'ai une petite question à ceux qui disent recevoir ces courriers. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Les gens, il y a plusieurs personnalités qui ont dit que oui, ils répondent à sa cellule. OK. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que depuis sa cellule, parmi ces nombreux courriers auxquels il répond, est-ce qu'il a regretté ou est-ce qu'il a dit s'avoir trompé vis-à-vis de Zemmour? Est-ce que ce n'est pas ce que j'ai dit il y a quelques instants? Oui, non, mais mais c'est vu qu'il répond et qu'il dit qu'il parle. OK, donc est-ce qu'il l'a fait ou pas? Ben non. Je sais pas. Ben non. Je sais pas. On prend toujours les textes éventuels. Il n'y a pas. Tout ça, c'est du blablabla. Alors, en plus de ça, en prison, il se serait converti, maintenant il croirait, etc. Et vous savez très bien que dès le début, j'ai estimé qu'en fait, cette histoire-là,
Et rappelez-vous une chose qui nous avait sauté aux yeux, comment se faisait-il qu'il n'ait pas voulu faire appel? Comme s'il avait voulu être mis en prison pour apparaître comme un martyr et se recréer une nouvelle virginité. Alors peut-être que les appels, bon, je fais peut-être un peu l'avocat du diable, mais peut-être que dans ce cas-là, il n'y avait plus aucune issue. La seule issue, c'était de vous aller là-dedans, point. Parce que pour moi, personnellement, je pense que tout cela est rien d'autre qu'un gage donné par M. Moretti, qui a pris le ministère de la Justice. Il fallait faire quelque chose, montrer patte blanche. Donc, il a décidé de, pour moi, personnellement, vu ce qui se passe, il a pris le premier venu, celui qui a été à portée de main, donc lui, et hop, allez, vas-y, on l'envoie celui-là en prison parce que les autres, Soral est en Suisse, Blay est en Turquie, bon, voilà. Donc, honnêtement, c'est ça. Et là, il y a l'extrait de vidéo qui était pas dans le dernier entretien, c'est l'avant-dernier, je crois, où il discute avec Ivan Benedetti, qui le dit clairement, non, mais moi, je ne veux pas l'aménagement de peine, moi, je veux rien du tout, donnez-moi l'adresse, je vais directement en prison, il n'y a pas de souci. On l'avait mis cet extrait, Manuel, oui, je crois, oui, tout à fait, oui. Oui. Donc, oui, il cherche la prison. Je veux y aller. Oui, je veux y aller. Et qu'ils ne disent pas ça ne nous donnera pas une nouvelle virginité, c'est ce qui est en train de se passer. Tous ceux qui s'étonnaient par rapport au national-sionisme, par rapport en privé, soi-disant, parce qu'apparemment beaucoup de gens se sont manifestés en privé vis-à-vis de son soutien à Zemmour. Maintenant, le soutiennent. Donc, la virginité, elle est là, elle est donnée. Elle est devant nos yeux. Ça veut dire qu'il va sortir et peu importe ce qu'il a fait avant, ça se trouve, va même pas regretter son soutien envers Zemmour, il sera un nouvel homme. Quelqu'un qui sort, qui a été persécuté et qui mérite. Alors, on l'attend à ses prochaines déclarations le jour où il sera libre. Je vous garantis qu'on sera attentif. Non, mais c'est une fil blanc, cette histoire-là. Et c'est ça qui m'a poussé à bout vraiment par rapport à Jérôme Bourbon. Pourtant, Dieu sait si j'ai été patient. Faut pas exagérer quand même. On sait très bien qui est Rissen, on sait très bien toutes les déclarations qu'il a faites. Aller pleurnicher parce que, soi-disant, il a été simplement emprisonné, ce n'est pas suffisant. Et je regrette beaucoup, quand je vais à confesse, normalement, je suis obligé enfin, obligé, mais on me demande de faire un acte de contrition. J'attends donc l'acte de contrition d'Hervé Rissen sur les différents sujets qu'on peut lui reprocher. Alors, en plus de ça, permettez-moi, Manuel, en plus de ça, certains qui disent oui, il est en prison parce que j'ai correspondu avec lui. Ça, c'est la thèse de Jérôme Bourbon, entre autres, qui m'a sorti et ressorti. C'est pas qu'il du monde. C'est pas parce qu'on répond à un courrier qu'on est en prison qu'on ne l'est pas. Quelle est la preuve que nous avons qu'il est réellement physiquement en prison? Je suis d'accord avec. Il y a Damien Viguier, son avocat, qui dit regardez, il va arriver avec des menottes. Non, et rappelez-vous, Diane, d'ailleurs, je crois que c'est vous qui aviez sorti la vidéo très opportunément, la vidéo de Maître Bonneau. Oui. Il y a encore une drôle d'histoire, Maître Bonneau, qui essayait d'expliquer pourquoi Rissen n'avait pas fait appel. Il se prenait dans ses doigts de pied comme si ce n'était pas permis. Oui. Donc on sentait très bien que la critique, alors c'était amusant. Il y avait une gêne. Parce que c'était le jour même où on faisait l'émission auquel on touchait au sujet de son besoin de revirginité. Et évidemment que Maître Bonneau ne nous répondait pas à nous, à moi, et il répondait à ceux qui déjà avaient fait ces critiques de la même façon que nous le faisions ce soir-là. Donc, ça ne tient pas. Donc maintenant, attendons qu'il soit libéré un jour ou l'autre, ça arrivera.
Et on verra bien quelle sera la ligne politique qu'il adoptera. Je crois qu'on aura encore l'occasion de parler du gaillard. D'ailleurs, surtout, vous vous souvenez quand lors de votre entretien paru dans Rivarol, il était foudrage. Il a même, alors je sais pas si j'ai la capture d'écran, il faut que je regarde, où il a écrit sur son mur d'écran en disant oui, un certain journal d'extrême droite a donné la parole à un taré, ou je sais pas, un taré congénital. Donc, pour faire chier les cons, excusez-moi du terme, je vais balancer encore plus de Zemmour tous les jours. Exact. Bravo Manuel. Ah non, mais oui, c'est ce qu'il a dit. Bon, d'accord, donc très bien. Tu me l'enverras, Manuel. Et alors, je pense que je l'ai. Regardez, non, vous l'avez certainement, que vous en aviez déjà parlé. Oui. Regardez tout de même. Vous ne trouvez pas étrange que des gens, tout de même, policés, bien élevés, bons cathos, genre Jérôme Bourbon, ne trouvent rien à redire à ce langage ordurier? Un problème, là. Non, mais Jérôme Bourbon, c'est peut-être un aspect financier qui l'intéresse, puisqu'il vend les livres d'Hervé Ryssen. Non, oui, pas Jérôme, mais Jérôme ne vend pas. À mon avis, ce n'est pas suffisant. Non, je pense que le fond du problème de Bourbon, c'est qu'il a peur. Non, mais attends, petite correction, Diane. Jérôme Bourbon ne vend pas les livres de Ryssen. Si, c'est même Frédéric Jamet qui le livre en personne. Oui, exactement. Ah bon? Ah non, je savais pas. Je me demandais. Bravo de le rappeler. Donc Frédéric Jamet, la barbouze en plus. Tout à fait. D'accord. Ok, bon, je savais pas. Alors, Dominique Jamet, il faut savoir aussi. Non, c'est Frédéric. Oh, je sais jamais, Frédéric ou Dominique? Frédéric Jamet. Frédéric Jamet, c'est celui qui a avoué lui-même être une barbouze. Oui, très juste. Non, parce qu'il a été arrêté par la police, je sais plus. Il est bon de rappeler ces choses-là. Donc voilà le public qui tourne autour de Bourbon. Je le plains. Je le plains, il m'exaspère, mais je le plains. On va passer à la prochaine question alors, concernant une autre personne que vous connaissez très bien, Pierre-Yves Rougeron. Il a tout dernièrement donné son avis sur la polémique Décathlon. Est-ce que pouvez-vous en revenir sur cette affaire? Il y a plusieurs aspects. Votre question, pouvez la répéter, Emmanuel? Sur Pierre-Yves Rougeron, oui. Il a tout dernièrement donné son avis sur la polémique Décathlon. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette affaire? Alors, pour cette histoire-là, bon, on ne peut qu'être d'accord avec lui, puisque Décathlon a fait des déclarations, finalement, encore pro-LGBT. J'avoue que je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Si vous ne m'aviez pas passé, vous, Diane, cette mise en lumière par Rougeron, je n'aurais pas... Oui, c'est-à-dire qu'il parle souvent sur des sujets d'actualité. Oui, mais bon, je n'aurais pas su. Mais le problème de Rougeron, c'est que, bon, on peut appuyer un truc comme ça, épisodiquement et de façon parcellaire, mais il y a tellement d'autres choses qui sortent comme énormité avec lesquelles on ne peut pas être d'accord. Et vous qui êtes une fan de Rougeron, si j'ose dire. Oui, j'adore sa super. Ah non, mais c'est-à-dire que Rougeron, pour l'avoir un petit peu écouté et supporter son arrogance, il est très pro-anglo-saxon, anti-germanique. Alors, il fait une bonne critique de l'Europe. On va dire c'est le seul point qui nous le fait un petit peu rendre sympathique sur cet aspect, mais c'est tout. Il est gaulliste surtout, oui, tout à fait. Pro-Zemmour, il a participé au cercle des Amis de Zemmour. Donc voilà, non, en fait, c'est un bourgeois qui essaie de gagner de l'argent comme ça. Il fait le rôle d'un Zemmour. D'ailleurs, il me fait beaucoup penser à Abozic. Ah oui, exactement. Oui, c'est Pour moi, c'est un même genre d'individu. Beau parleur, imbu de lui-même, quelque peu belâtre. Ouais, bon, vous avez des goûts bizarres. Je sais que Diane, c'est pas votre goût. Non. Vous préférez plus viril. Oui, certainement.
Et alors, j'ai appris tout dernièrement, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire tout à l'heure, juste avant qu'on commence, j'avais reçu un message d'un de mes nouveaux correspondants qui me tenait au courant d'une réunion qu'il y avait eu sur De Gaulle au cercle... Aristote. Aristote, c'est ça. C'est le cercle fondé par Rougeron, justement. Cercle fondé par Rougeron, c'est pour ça que j'y reviens, justement. Et ce correspondant me disait que lors de cet entretien, auquel je n'ai pas été invité, normalement on aurait dû m'inviter, étant donné que j'ai écrit un livre spécialement sur le personnage, mais non, quand ça dérange, on n'invite pas, bien entendu. Et donc, mais par contre, il y a des intervenants, qui intervenaient soit directement dans la salle, soit autrement, je ne sais pas comment ça se passait, qui avaient évoqué mon livre sur De Gaulle. Et commentaires de certains, parlons de moi comme du grabataire. Alors, je profite de l'occasion pour lui saluer très cordialement. Mais moi, ça ne m'étonne pas qu'il ne vous ait pas... Salut du grabataire, oui. Ça m'étonne. Alors, vous voyez, bon, on n'aime pas, évidemment, entendre des choses pareilles, mais moi, ça me fait sourire et j'y applaudis presque, parce que ça montre qu'ils sont incapables, encore une fois, de répondre à mon argumentation et notamment à tous les faits qui se trouvent dans mon livre sur De Gaulle. Ce livre, c'est un couperet de guillotine. C'est comme ça que je l'ai voulu, pour la postérité, pour que les Français cessent de vivre sur des mensonges historiques. Il y a du travail. Hein. Et tout est basé sur des faits. Tous ceux qui l'ont lu, soit des gens qui savaient plus ou moins déjà qui était De Gaulle, qui ont encore ouvert les yeux un peu plus grands, soit d'autres qui étaient de familles gaullistes, etc., et qui m'ont écrit en me disant mais je n'en reviens pas, mais c'était épouvantable, je suis obligé de revoir complètement mes conceptions sur lui. Si mon père était là, ou l'autre me disant oh, si mon grand-père était là, qui était de grands fanatiques, admirateurs de Gaulle, etc. Les faits. Vous savez très bien que je travaille comme ça. Les faits, pour moi, c'est le mélange de l'épée, du fleuret, du sabre, du canon, du fusil, la mitrailleuse. Les faits. Et j'espère au moins que par mon action politique depuis toutes ces années, je participerai à la formation d'une nouvelle mentalité dans nos milieux de travail sérieux, justement, travailler sur les faits historiques, au lieu de se défouler par des insultes. Non, mais de toute manière, Rougeron et sa clique, là, ils n'ont absolument rien de subversif. Donc, c'est pas étonnant qu'ils ne vous aient pas invité. Bien entendu, tout ça, c'est opposition. Voilà, ils font de mal à personne. Excuse-moi, est-ce que je peux revenir un instant sur Frédéric Jamet? Parce que je suis tombée sur un petit texte Oui. qui donne un petit peu ce côté curieux. Pourquoi est-ce que Bourbon côtoie ce type-là? Frédéric Jamet, alors ça, on lit ça sur le site internet d'Amalek. Frédéric Jamet appartenait à l'œuvre et occupait un poste au sein des renseignements généraux. Il avait un... À l'œuvre, oui. De Silos. Exactement. Il avait un poste secondaire. Il corrigeait les rapports sur le plan français, correction, mise en forme. Plutôt que de mettre les documents dans le broyeur, il nous les fournissait. Ensuite, un peu plus loin, en février 1998, la police saisit au domicile de Frédéric Jamet, fondateur du FN Police, un chèque d'1 million de Deutsche Mark émis par une banque croate. Il semble correspondre au virement des Tchétchènes. Les enquêteurs reçoivent instruction de ne pas perquisitionner le bureau de Frédéric Jamet au siège du Front National, c'est-à-dire dans les mêmes bureaux que Bernard Courcelles. Et lors d'une audience publique au tribunal de grande instance de Paris, Frédéric Jamet invoque le secret défense. Il déclare être officier des services de renseignement français. Voilà, il utilise son statut de renseignement. Donc, c'est un type qui va de tous côtés, en quelque sorte. Oui, tout à fait, la barbouze. La barbouze, voilà. Alors, il y a peut-être aussi un effet
Fabulateurs chez lui, c'est possible. Peut-être. Ouais. Mais ce sont des personnages qui sont dangereux parce que justement, ils piquent des informations à droite et à gauche et ils en font profiter le pouvoir. Tout à fait. Donc, curieux de le voir chez Bourbon. Passons à la question suivante. Curieux comme vous dites, Diane. Pardon? Curieux comme vous dites, Diane. Oui. Quel rôle a joué le judaïsme dans la Révolution française? Parce qu'on parle souvent du rôle de l'Angleterre et de la franc-maçonnerie, mais qu'en est-il du judaïsme? Bon, alors, excellente question. Mais on ne peut pas parler directement de l'action du judaïsme dans la Révolution française. Et en fait, c'est plutôt l'action politique de représentants de la communauté juive. Et notamment, plus important d'entre eux, Adam Weishaupt, qui est le fondateur des Illuminés de Bavière. Alors, et c'était pas au nom du judaïsme, non, surtout pas, surtout pas. C'était toujours dans l'optique de la liberté, l'égalité, la fraternité, etc. Donc, votre question est excellente, mais ce n'est pas le judaïsme, c'est l'action d'individus qui représentent cette communauté qui ont joué à fond, qui ont été les véritables moteurs de la Révolution dite française. Et c'est pour ça que quand je parle de la Révolution de 1789, je dis dite française, parce que par ses véritables instigateurs et acteurs, elle n'a pas été française. Oui, c'était une manière anglaise et juive. Mais pour les Juifs, c'était une manière de se camoufler, d'utiliser les Anglais et la franc-maçonnerie. Bien sûr, c'était un camouflage. Bon, je disais anglaise et juive, et tous les étrangers qui faisaient partie de cette clique d'agitateurs poussant à la révolution. J'ai rappelé lors d'un entretien ou conférence, je ne sais plus quand, que par exemple, les révolutionnaires sud-américains, Bolivar, Sucre, quel est l'autre, le troisième, etc. Peu importe, ont tous été liés à la Révolution française, dite française. Ils en faisaient partie, ils faisaient partie des complotistes. Des complotistes. De ceux des comploteurs. Alors. Et des comploteurs. Voilà, des comploteurs. Et donc, vous voyez comment il y a une logique des principes. Rappelez-vous, je reviens toujours sur cette notion-là. Il y a une logique des principes, qu'ils soient bons ou mauvais. Quand un individu pense telle chose, toute son action lors de son existence, à moins qu'il se rende compte qu'il s'est trompé, sera d'agir dans ce sens-là. Il était donc logique que les Bolivar, Sucre et autres qui avaient participé à la Révolution dite française rentraient dans leur pays d'origine, fassent la Révolution contre l'Empire catholique d'Espagne. C'est logique. Un de vos lecteurs se pose la question de la conversion pour infiltrer l'ennemi, dans ce cas la conversion au judaïsme. Que lui répondez-vous? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Alors, je connais déjà cette illusion par rapport à la maçonnerie. Des gens qui me disent « Ah, mais vous savez, il faudrait infiltrer la maçonnerie pour en dévier le sens, etc. Maçonnerie blanche, etc., etc., etc. » Alors, pour répondre indirectement à la personne que vous évoquez dans sa question, je voudrais montrer pourquoi on ne peut pas infiltrer une structure et surtout influer sur son action quand on rentre en maçonnerie. Parce que vous avez un certain nombre de degrés d'initiation et vous ne passez pas ces degrés d'initiation sans donner quelques gages. Alors, tant que vous êtes au bas grade, il n'y a pas fondamentalement de gros problèmes. Mais à un moment donné, il y a des choses qui vont vous être exigées, qui, si vous êtes catholique notamment,
ou nationaliste, ou aimant tout simplement votre pays, vous pourrez difficilement admettre, ou alors vous trahissez. Donc c'est une illusion pure et simple. Alors encore plus le judaïsme. Ce n'est pas possible. Ce sont des structures contre lesquelles on ne peut que se battre en dévoilant aux gens qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas formés, ce que représente exactement la maçonnerie et le judaïsme qui est à l'origine de la constitution de la maçonnerie. Puisque, comme vous le savez, comme j'ai démontré, encore une fois dans mon livre La maçonnerie, Oui. la maçonnerie est le résultat de l'optique kabbaliste du judaïsme. Les juifs eux-mêmes s'en vantent, et les maçons le revendiquent aussi. Ils disent oui, et là encore, il y a plein de citations que je donne dans mon livre La maçonnerie, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui accuse. Je me contente de donner leur déclaration. Bah, d'ailleurs, c'est pas compliqué. Ceux qui écouteront cet entretien, qui vont dire que vous êtes complotiste. Moi, je donne un exemple. Vous pouvez aller voir près de la Tour Eiffel le monument de la Déclaration des droits de l'homme, et vous allez compter le nombre de symboles judaïques qui sont dessus. Des lettres de l'alphabet judaïque, des textes en hébreu, des textes des midrash juives. Il y a même une étoile de David à moitié déguisée. Pour cela, je renvoie à l'excellent vidéo de Stéphane Blais, où il analyse la quasi-intégralité du monument des droits de l'homme. Le fameux triangle maçonnique avec l'œil qui voit tout, hein, l'œil d'Horus en fait. Hein, c'est juste un exemple, il y en a des centaines ici. Voilà, donc c'est le fameux, alors certains mettent un G à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le delta lumineux en maçonnerie. Donc alors pour certains, ça représente le grand architecte de l'univers. Mais enfin bref, c'est l'œil qui voit tout, c'est l'œil qui te surveille. Bon, en tout cas là, on a quand même des extraits de Midrash sur ce monument, ce qui est quand même étonnant. Je disais, moi, comme tout le reste étant petit, je vois pas la suite, mais ça, c'est pas compliqué. Hein. J'ai dit, voilà, Shemot, hein, et en hébreu. Donc, alors, je vais aller regarder ce soir justement dans ces livres quand même. Je regarde pas tous les jours, mais voilà, parce que le reste, on n'arrive pas à le lire. Mais c'est censé décliner. Normalement, si je me souviens bien, et je crois que je me souviens bien, le premier jour d'un nouveau calendrier, c'est-à-dire ça sera le début d'une nouvelle ère, voilà. En vidéo, il est sur YouTube, les gens peuvent le consulter, vous allez voir. Là, Blé a fait du bon travail, ça, incontestablement. Ben, il sait de quoi il parle, hein, il en a été. Ouais, il sait très bien, donc les gens qui doutent, regardez sa vidéo, vous allez voir, il explique très bien, tous les symboles, les lettres de l'alphabet hébreu, les étoiles, il y a même une représentation, il me semble, du temple de Salomon quelque part, il en parle mais il ne montre pas, il y a plusieurs mots, plusieurs citations, plusieurs choses, il suffit d'être un peu curieux. Voilà. Non, mais vous savez, d'une part, dans la méconnaissance du sujet, il y a l'ignorance, tout bêtement. Et puis, il y a ceux qui ne veulent pas voir. Et ça, c'est le pire. Les gens qui ne savent pas, on peut toujours leur apprendre. Les gens qui ne veulent pas voir, il n'y a rien à faire. Si les gens sont, comme j'ai déjà rappelé ça dans un des derniers entretiens, les gens sont paresseux, c'est tout simplement. Il y a des choses, c'est simple à trouver, mais les gens non, ils ont même la paresse d'aller, même si ça sur Internet, pour chercher un mot, chercher quelque chose, non, ils attendent qu'on leur donne toute la soupe à la cuillère, tiens, c'est comme ça, voilà. Ouais, il manque que pas.
Euh, Avez-vous vu la crèche, enfin, on passe à un sujet international, avez-vous vu la crèche exposée au Vatican, place Saint-Pierre? Hélas. Hélas, ouais. Ouais, c'est monstrueux. Hélas, c'est absolument aberrant. Et vous savez ce que je dis de ce qu'on appelle le pape François. Soit c'est un fou furieux, soit c'est un ennemi acharné contre l'Église. Au chaud. Selon les goûts. Mais c'est absolument hallucinant et tout est dans le sens de la désacralisation. Oui, c'est même plus figuratif, on ne sait même pas ce que ça représente, c'est une horreur. Ouais. Mais en parallèle, vous savez qu'en ce moment, il fête Hanouka. Oui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est Hanouka? Peut-être voulez-vous que je vous le rappelle. Je ne suis pas un spécialiste des fêtes juives, mais Hanouka est une des fêtes juives et je ne vois pas pourquoi l'Église catholique qui défend en principe le Christ, qui a été crucifié par les Juifs, commémore une fête juive, il y a un problème. Oui. C'est incroyable, c'est l'Église à la marque du judaïsme. Mais rappelez-vous, c'est le fruit de Vatican II, entre autres, et dont le résultat était le décret que je rappelle très souvent, Nostra Aetate. Alors à l'origine, Hanouka, quand même, c'était le 2e siècle avant Jésus-Christ, où c'était la victoire du peuple juif sur le peuple grec et la récupération du temple, soi-disant, si un jour il a existé. C'était pour la petite minute culture juive. C'est un symbole juif et je ne vois pas pourquoi l'Église catholique, qui est censée être l'Église du Christ, commémore une fête juive, alors que le peuple juif est déicide. Je regrette beaucoup. Ça leur plaise ou non. Heureuse fête de Hanouka, vous avez raison, l'églisecatholique.fr. C'est sublime. Alors, où j'ai vu le truc passer, ça me restait dans un... Bonne et joyeuse fête de Hanouka à tous nos frères et amis juifs. Oh là là, oh non mais il faut... Non mais vous vous rendez compte? Sur le site Église catholique de France. Ah non mais c'est magnifique. Bon, bon appétit. Oui. Oh, ils font pareil avec les musulmans, ils doivent leur souhaiter un bon ramadan aussi. Par équité. Et à la limite que le truc par rapport au ramadan, ça me choque moins. Parce que tout de même, les musulmans ne sont pas déicides que je sache. Bon, ne nous perdons pas dans les détails, mais là, c'est absolument insupportable de voir cette église dite catholique, qui est l'église du Christ, se soumettre au judaïsme. Ça, il y en a marre. Bon, une citation de l'avocat Sidney Powell. Des agents agissant pour le compte de la Chine et de l'Iran ont accédé au logiciel du Dominion, afin de surveiller et de manipuler les dernières élections générales. C'est ce qu'il a déclaré. Quel regard portez-vous sur ces propos? J'y crois pas. Je n'y crois pas, ça me fait penser aux accusations qui ont été portées à l'époque lorsque Trump avait été élu. Oui. Comme quoi c'était Poutine qui était derrière, qui avait manipulé, qui avait poussé son ami Trump, etc. On n'a jamais eu de preuves et je ne vois pas. Je ne vois pas très bien tout de même comment techniquement ni la Chine et encore moins l'Iran pourraient avoir les moyens de faire ce genre de manipulation. Non, c'est un truc interne, l'histoire de l'élection, de la réélection de Trump ou l'élection de Biden actuellement, c'est une histoire américaine interne. Qui ment dans l'affaire? Est-ce que réellement les démocrates ont manipulé les scrutins de façon invraisemblable? Et Trump a raison de se battre là-dessus, bien que je n'aime toujours pas le personnage de Trump, mais il y a une question d'honnêteté. S'il y a eu tromperie, s'il y a eu fraude, ce n'est pas normal. Il n'y a pas besoin de la Chine et de l'Iran. Il n'y a pas besoin de la Chine, exactement, Diane, c'est le bon résumé. Il n'y a pas besoin de la Chine et de l'Iran. Alors, pour l'Iran, il y a des choses intéressantes d'ailleurs. Je ne sais pas si vous allez en parler. Oui, c'est la dernière. Oui. Manuel, tu voulais rajouter quelque chose ou... Non, je voulais dire, ils n'ont absolument rien à gagner.
la Chine ou l'Iran a manipulé les élections pro ou contre Trump ou quoi que ce soit. De toute façon, Biden l'a déjà dit. Oui, C'est celui qui gagne. Mais c'est une bêtise, pour ne pas dire un gros, une bêtise innommable, ce truc-là. Est-ce que vous imaginez l'Iran prenant parti soit pour Trump, soit pour Biden, qui tous deux sont à plat ventre devant Israël, ennemi de l'Iran? non, mais rappelez-vous, il nous avait déjà fait le coup avant l'élection de Trump, disant que c'était les Russes qui étaient derrière son élection. Oui, tout à J'ai fait. dit il y a quelques minutes. Ah pardon, excusez-moi, j'ai loupé. Oui. Je n'ai pas écouté. Par contre, Non, un petit moment par contre, d'absence. il y a une chose qui est encore passée. Il y a une chose qui est encore passée sur les radars. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Le vote par correspondance va être réintroduit en France. Ben voyons. Alors qu'il a été interdit dans les années 80, je crois. 75, oui, parce qu'il y avait des soupçons de fraude. On en avait parlé dans un entretien, oui, c'est vrai. Mais c'est le seul espoir de Macron de pouvoir se maintenir au pouvoir. À mon avis, c'est pas par là que ça va se passer. Les surprenantes révélations d'un général israélien sur une prétendue fédération galactique impliquant les États-Unis et des visiteurs extraterrestres. Quel est, selon vous, le but de ces déclarations? J'avoue que ça me laisse un petit peu rêveur, ce truc-là. Vous croyez aux extraterrestres? Je regarde beaucoup, non. Je ne suis pas croyant. Totalement impie, incroyant. C'est comme si toujours des esprits malades voulaient en rajouter encore une couche pour paniquer les populations mondiales. Il n'y a pas que le Covid. On va être envahi par les extraterrestres. Mais rassurez-vous, heureusement, on apprend qu'il y a une entente entre les États-Unis et les extraterrestres au travers d'un pacte intergalactique. Oui, nos sauveurs. Alors, on vous raconte mais les bavards les plus invraisemblables possibles. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont tomber dans le panneau. Ça ne tient pas la route. Le jour où on me présentera une jolie alien, je dirais oui, peut-être. Tant qu'on ne me l'a pas présenté, je n'y crois pas. Et oui, mais enfin, vous dites des fous, mais il est quand même général israélien. Donc, c'est pas non plus le. Alors, il y a quelqu'un, j'ai vu des commentaires, parce que je ne suis pas le seul à être sceptique. Il y en a un qui a dit c'est pas parce qu'on a eu un cursus universitaire soi-disant irréprochable, etc., que ça n'empêche pas à un moment donné de sortir des sornettes ou de péter les plombs. Et puis l'un des commentateurs disait, et puis curieusement, ça tombe à propos pour la sortie de son dernier livre. Ah, au général? Oui, au général, c'est une façon de faire du buzz, comme on dit. C'est peut-être pour ça. Non, je n'y crois absolument pas du tout. Je vous dis, ma sainte tomate, tant que je n'aurais pas vu une jolie alien et que je l'aurais bien serrée dans mes bras, je ne croirais pas. Oui, puis ils ont toujours le chic de savoir mettre, faire vendre, oui, tout simplement. Non. La mise en scène. La mise en scène. Moi, ce qui me sidère et m'exaspère en même temps, c'est de voir comment des gens auxquels on donne des évidences des raisons de tout ce qui se passe, donc du complot, ne veulent pas vous croire. Mais des histoires comme ça, à dormir debout, des histoires de bonnes d'enfants, comme on disait, ils font tête baissée, comme le taureau sur la muleta. Sur la muleta. On va revenir sur la dernière question, sur une affaire qui s'est passée vers fin novembre. Fahmi Inavi, le chef opérationnel du Mossad israélien, a été tué par une équipe iranienne à Tel Aviv jeudi soir. Cette attaque a-t-elle un lien avec l'assassinat d'un physicien en nucléaire iranien qui a été tué fin novembre? Certainement.
Certainement, c'est la réponse du berger à la bergère. Et les Israéliens se targuent toujours de pouvoir assassiner qui ils veulent, là où ils veulent, etc. Eh bien, les Iraniens viennent de leur dire attention, nous aussi. Et il est certain que notamment les Iraniens, et je pense le Hezbollah libanais aussi, qui sont les plus pointus dans la guerre contre Israël, ont des agents dormants en Israël. Oui, c'est le résultat d'une décision de dire, bon, maintenant, aux Israéliens, vous arrêtez votre petit jeu, vous nous démolissez des savants, des militaires, etc. Bon, d'accord, mais sachez qu'on peut en faire autant et que ça peut vous faire très mal. Parce que surtout l'Iran avait dit que cela a été fait par une équipe qui était confortablement installée en Israël, qui sont rentrés sans problème, sont installés et préparés le coup sans le moindre souci. C'est-à-dire, il montre clairement que vous voulez jouer à la guerre, nous aussi on a le même niveau, voire un niveau supérieur à vous. Tout à fait. Donc, tout à fait. Alors justement, ce qui permet aux Israéliens de pénétrer dans les milieux arabo-musulmans du fait de leur aspect sémite. Et dans le même sens, les arabo-musulmans qui ont aussi un aspect sémite et pour cause peuvent tout aussi bien rentrer tranquillement dans un pays comme Israël. Non, c'est très intéressant. D'ailleurs, une chose qu'il faut absolument remarquer, parce que c'est très significatif, l'affaire est tellement vraie que ça a été motus bouche cousue dans les médias. Et une petite question, est-ce que vous ne craignez pas par ce genre d'action une escalade, voire le début d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient? Vu tous ces coups, moi je tue celui-là. Il est évident que le coup des Israéliens en assassinant ce scientifique iranien, d'abord c'est pour tenter de paralyser ce qu'ils doivent savoir quand même du programme atomique iranien, qui leur fait terriblement peur, parce que le jour où l'Iran a la bombe atomique comme Israël, ben, c'est l'annulation par la terreur. Et Israël ne pourra pas continuer à régner sur le Moyen-Orient par la terreur parce qu'il a la bombinette. Et là, ce sera un tournant. Donc là, ils ont terriblement peur de cet équilibre qui pourrait se créer. Alors, il est certain qu'Israël, d'ailleurs c'est un des chapitres de mon prochain livre qui va apparaître très prochainement, il est à l'imprimerie maintenant, il cherche désespérément la Troisième Guerre mondiale. Et rappelez-vous ce mot du rabbin Touitou, ou bien c'était Ron Sharia, je ne me rappelle plus lequel des deux, dans lequel il disait qu'il fallait qu'il parvienne à la guerre des mondes, Gog contre Magog. Oui. Rappelez-vous l'anecdote des trois coqs, etc., les deux grands coqs qui s'affrontaient, qui finalement se démolissaient tellement bien l'un l'autre qu'il ne restait plus que le petit coq qui, à la fin du combat, sortait tranquillement de l'abri où il s'était mis. Donc tout est là. Israël sait très bien que ses jours sont comptés. Ça, vous savez très bien que depuis des mois, je le dis. Les jours d'Israël sont comptés. S'ils n'ont pas une guerre mondiale qui pourrait faire basculer les choses, mais c'est un double tranchant. Parce que si c'est le clan russo-chinois, iranien qui l'emporte contre l'oncle Sam, support d'Israël, c'en est fait d'Israël et de ses rêves de grand Israël. Terminé. Rappelez-vous qu'une partie de ma critique envers Zemmour, quand je dis que j'insiste, la réponse que j'ai faite dimanche dernier à ce paroissien dont j'ai parlé tout à l'heure, que le but des Zemmour, c'est de prôner une France juive,
c'est que cette France, si elle devenait juive, serait bien pratique pour devenir un nouvel Israël. Retenez bien ce que je vous dis.